je vais vous rapporter un ma'asé pour qu'on comprenne quand quelqu'un s'investit dans la Torah, en l'occurrence nos rabbanim, nos hachamim, lorsqu'ils s'investissent à l'intérieur de la Torah, ils deviennent en quelque sorte des anges qui sont capables de faire des choses colossales. Cette histoire se passe en Russie. Et là-bas en Russie, il y avait une usine de savon. Et ce n'était pas la plus grande usine. Il y avait bien des plus grandes usines en Ukraine. Mais elle suffisait pour Baruch Hashem assurer une subsistance qui était honorable à notre propriétaire qui s'appelait Elkana Ludmir et Shaul Haikin, qui Baruch Hashem suffisait de travailler là-bas, et il y avait aussi 20 ouvriers. Maintenant, Shaul Haikin, c'était le contremaître de cette usine. Et dans cette usine, qui était que des non-juifs, il y avait seulement deux, le patron et le contremaître. Tous les employés étaient des non-juifs. Là-bas, il y avait parmi ces non-juifs un qui était un gibor, qui était Shimshon, Rogmel Rabashan. Il s'appelait Olag Petrovski, qui était un des meilleurs ouvriers de tous 19 ouvriers de l'usine. Il était fort, grand, puissant, rapide, zélé, toutes les qualités qui peuvent se trouver dans une personne. Il se trouvait partout où il fallait. Au moment précis où on avait besoin de Olag, il était là. À tout moment, on entendait Olag Petrovitch, Olag, viens ici. Il traversait l'usine à une vitesse de la lumière. C'était un garçon très puissant et très serviable. Il pouvait soulever des tonneaux de graisse et des poids colossaux. Baruch Hashem, que notre patron avait, Baruch Hashem, un ouvrier pareil. Son esprit d'entreprise de ce Olag était supérieur et bien supérieur à tous les autres ouvriers. Du lundi matin au vendredi après-midi, Olag était le pilier de l'usine. À chaque fois qu'on avait besoin de quelqu'un, c'était Olag. À tel point qu'il dormait même dans une pièce de l'usine, de la fabrique. Il rentrait chez lui seulement qu'à la fermeture, c'était toujours le dernier. Et le vendredi après-midi, c'était le seul jour qu'il rentrait à la maison. C'est tout. Il restait toute la semaine à dormir là-bas et à travailler. C'était seulement le vendredi parce que l'usine fermait pour le Shabbat et le dimanche. Et le contremaître, Shaul Haikin, il remarquait que Olag semblait contrarié toute la semaine. Il n'était pas bien. Et surtout quand il revenait le lundi matin. Quand il revenait de chez lui, il était dans un état lamentable. Donc quand il arrivait, un jour, notre contremaître lui dit « Regarde, je voudrais comprendre pourquoi tu n'es pas bien tous les lundis matins. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Olag ?» Bon, Olag ne voulait pas dévoiler son chagrin et ce qui se passait dans sa famille. Et qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire que malheureusement dans sa famille, c'était une catastrophe, qu'à chaque fois quand il rentrait à la maison, il y avait des histoires et des cris, et qu'il détestait son père d'une manière féroce, et que son père voulait qu'il lui donne à chaque fois qu'il rentrait une fois par semaine, qu'il lui donne chaque rouble pour pouvoir le dépenser à la taverne afin de boire. Et Olag essayait d'économiser chaque sou pour pouvoir se marier. Il était jeune, mais malheureusement, son père était là à lui prendre tout l'argent pour partir à la taverne et se saouler. Et malgré que le contremaître essayait de lui demander pourquoi tu fais ça, Olag ne voulait pas montrer son cauchemar et lui dire qu'il n'y avait que des disputes à la maison. Il gardait ça pour lui. C'est sûr qu'il aurait bien fait de partager sa peine. Peut-être ça l'aurait aidé à surmonter la peine et de pouvoir surmonter la difficulté. Mais Olag était vraiment quelqu'un de très 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 respectueux, que même si son père le frappait, jamais il répondait, il donnait l'argent.
Et sinon, de toute façon, il était obligé de faire ainsi, parce que sinon, c'était le coup de bâton qui ramassait, et à chaque fois, Olag était obligé de donner l'argent à son père. Et un samedi soir, le père, non seulement qu'il ne frappait pas seulement avec les mains, mais il saisit son bâton et se mit à frapper Olag de toutes ses forces en criant « Tu vas me donner pas un rouble, tu vas me donner toutes tes économies, tout ton argent, tu vas me le donner. » Et il le frappe, et il le frappe. Waouh! Le père était décidé d'obtenir tout l'argent de Olag. Et Olag se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'il le comprenne, le père, il redouble encore de coups à un rythme si meurtrier que Olag prit peur. C'est la première fois qu'il voit son père agir aussi violemment. C'était déjà un homme violent, mais comme ceci, jamais il l'a vu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Olag dit, ça y est, arrête de me frapper. Regardez la force de ce non-juif, ne pas rendre le coup pour le coup. Et tout de suite, il s'en va vers sa chambre, il ouvre son matelas et il lui donne toutes les économies qu'il avait mis dans sa cachette, le fruit de 5 ans de travail. Et il a tendu la bourse à son père, qui son père l'insultait de voleur. Comment tu oses cacher de l'argent lorsque moi je te nourris? Et c'était des mots à se boucher les oreilles. Maintenant, notre Olag se dit, mais avec qui je vis? C'est pas possible. Et donc le père lui arrache complètement la bourse, et où il va, malheureusement, il se précipite au bar pour pouvoir se saouler. Et là-bas, il dit, ah bon, j'ai réussi à prendre tout l'argent de mon fils, et il prend la vodka ou la bière ou le vin, peu importe, qui était pétillant, et bientôt, malheureusement, il va complètement se saouler. Et de l'autre côté, notre Olag, qui était jeune, même s'il était grand, fort. J'avais un élève, je me rappelle, il y a 30 ans de ça, qui était très grand et très fort. Il avait une stature d'un garçon de 20 ans, lorsque les autres, ils avaient peut-être 14 ans. Et il me disait, on me considère comme le grand de la classe, et tout le monde me demande à moi de prendre les responsabilités. Je lui disais, c'est normal, tu as une stature d'un homme. Ben, c'était comme ça au Olag. Il avait la stature d'un homme, même si à l'intérieur c'était un enfant. Et ce pauvre Olag, comme c'était un enfant, il éclate en sanglots, parce qu'il voit que tout son travail de 5 ans tombe par terre et venait de disparaître en un instant. Et il se retournait pendant la nuit dans son lit en pleurant amèrement et en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout mon argent, toutes mes économies ont disparu. Au matin, lorsque le père rentre chez lui, et c'est sûr il était en train de tituber, en train de crier, et une odeur de vomi, avec tout le respect que j'ai pour vous, qui se dégageait de ses vêtements. Olag, il voit ça, il était désespéré, ça l'a complètement cassé. Et il se dit, mais quel intérêt de vivre une vie pareille? Mais j'en ai pas besoin. Et il s'est levé brusquement, notre Olag, il s'est précipité à l'usine. Je vous avais dit que ça, c'était le samedi soir. Donc quand son père il est revenu le dimanche matin, mais le dimanche matin, l'usine de savon était fermée. Mais Olag, il avait la clé. Donc il s'est précipité dans la direction de l'usine, et là, il met fin à ses jours. Hasve shalom. Il se pend. Le dimanche matin, le dimanche après-midi, le contremaître Shaul Hakin, comme d'habitude, il entre dans l'usine, et lui, il aimait venir dans l'usine, dans les lieux, pour vérifier les machines, pour faire les comptes, et il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau et de vérifier tous les livres, et il parcourait toute l'usine pour vérifier qu'est-ce qu'il fallait commander, faire, etc. Mais ce dimanche, il écarquille les yeux, il se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vois? Olag pendu au-dessus des tonneaux de savon. Oh là là, il s'est dit, c'est pas possible. Mais pourquoi il s'est tué, et spécialement ici?
Et là, il se dit, attends, ce n'est pas le moment de commencer à faire de la Gemara et puis de commencer à réfléchir. Là, il faut vite agir. Parce que si on se rend compte que Olag, il s'est donné la mort ici, ils vont tous nous accuser. Toutes les Russes, etc., la police. Donc, des réponses, c'est pas le moment. Et donc là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est tous conscients et on sait très bien qu'en Russie, déjà, les pauvres béné Israël et l'antisémitisme était très fort. Et si l'on apprenait qu'un non-juif avait trouvé la mort là-bas, on aurait accusé Elkana et tous les béné Israël, et pas seulement eux deux, toute la ville. Et on aurait mis en prison pour ensuite les condamner à mort. Donc, tout de suite, il s'est dit, oh là là, il faut absolument que je me débarrasse du corps. Son cerveau se mit à fonctionner très vite. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que j'enlève le corps.